Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, pour nous parler d'écologie, Léo Goyens. Léo Goyens détient un doctorat en sciences chimiques de la Vrije Universiteit Bruxelles et il enseigne à la VUB et à la KUL. Alors, je vous propose de commencer par les concepts de base. Je me réfère au sociologue et philosophe français Edgar Morin. Pour lui, l'écologie est un englobement et une organisation, en grec, oikos et logos. Autrement dit, l'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et leur milieu de vie. Cette science est surtout développée à partir de la notion d'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble constitué par le milieu géophysique, on pourrait dire minéral, et les espèces qui y vivent. Il existe donc un phénomène d'intégration naturelle entre végétaux et animaux tant humains que non humains. La force de l'écosystème est son caractère auto-réorganisateur spontané, mais cependant, cela ne signifie en aucun cas que l'écosystème ne peut pas être tué. Il suffirait d'injecter un poison chimique à des doses qui provoquent la mort en chaîne d'espèces liées les unes aux autres. Deuxième concept important, l'Anthropocène. Dans sa publication de l'année 2002, Paul Crutzen présume que, depuis la fin du XVIIIe siècle, la planète Terre a quitté sa période géologique appelée Holocène pour entrer dans une nouvelle période appelée Anthropocène. Ce terme indique que les humains ne sont pas seulement les témoins du changement, ils sont surtout les acteurs. Et déjà en 2002, Crutzen constate la présence de nombreuses substances toxiques dans l'environnement. Alors plus tard, en 2009, Johan Rockström et ses collègues nous proposent les 9 principaux paramètres du changement environnemental ainsi que leurs limites planétaires à ne pas franchir. La limite planétaire pour la pollution chimique n'a été définie que beaucoup plus tard et il est maintenant apparu qu'elle avait déjà été dépassée. Un troisième point de mire, une nouvelle branche scientifique qu'on appelle la santé planétaire se développe. Notre ère se caractérise par les impacts humains sur les systèmes naturels qui sont à la base de la civilisation. Neutraliser ces impacts nécessite une vision holistique de la santé, capable de reconnecter la santé des écosystèmes, des végétaux et des animaux, tout en tenant compte des grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Cette discipline repose sur les thèmes liés aux 3 grandes failles à combler, identifiées d'ailleurs par la commission Rockefeller Foundation et Lancet, c'est-à-dire le défaut de conception, et j'ai écrit entre parenthèses la pensée des hommes, le défaut de connaissance, en d'autres mots la recherche et la communication, et finalement le défaut de mise en œuvre ou la gouvernance. Alors revenons sur les pollutions chimiques. Elles se produisent surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ne cessent de s'aggraver. La pollution mondiale a déjà suscité d'inquiétantes prévisions, et je cite, les publications de Paul et Anne Ehrlich, mais plus particulièrement le rapport Meadows de 1972. Ce rapport considère l'ensemble et l'amplification des dégradations dues au développement techno-économique
et arrive à la conclusion qui constitue son titre, les limites à la croissance. Je vous donne quelques exemples, simplement quelques exemples. Saviez-vous que l'utilisation mondiale de pesticides était estimée à 3,5 millions de tonnes en 2020? En d'autres mots, à plus de 100 kilos par seconde. Saviez-vous que les concentrations des substances fluorées, et je parle des fameux PFAS, dépassent fréquemment les normes existantes, on n'a pas toutes les normes encore, les normes existantes d'un facteur 1000. Et saviez-vous que les micro- et nanoplastiques, appelés les petits chevaux de Troie, sont bourrés de toxines et traversent les barrières de l'organisme? Ils ont déjà été identifiés dans nos poumons, notre cerveau et même dans le fœtus. Je me pose donc des questions. Pourquoi plusieurs me disent que tout cela n'est pas si grave? Pourquoi une indifférence et un déni? Je n'ai certainement pas une réponse à toutes ces questions, mais j'ai quelques idées. Pour moi, il est affligeant de constater qu'une science poubelle, j'ai mis ça entre parenthèses, existe, une science poubelle entre guillemets plutôt, existe à côté de la science solide. Et c'est l'historien des sciences Robert Proctor qui a écrit en 2012 « À côté de la recherche qui accroît notre savoir, existe une autre recherche qui s'attelle à saper les savoirs existants et n'est menée que pour créer le doute. Une science construite uniquement pour rassurer et pour retarder l'action des instances réglementaires. » Et il y a aussi le philosophe de l'ULB et de l'Université de Mons, Marcel Voisin, qui écrivait en 2021 « Aujourd'hui, il y a deux sortes de scientifiques, les adeptes et complices de la religion du profit maximum immédiat, qu'on écoute et promeut, et les vrais chercheurs du progrès humain qu'on veut ignorer. La raison, le bon sens, la logique, mais aussi la simple humanité, la nécessaire fraternité, les proclamées valeurs démocratiques, tout ce qui fait l'honneur de l'humanité est en fait évacué malgré l'hypocrisie lénifiante officielle. Les adeptes de la science poubelle font du doute destructif une marchandise, parce qu'ils ont compris que ce doute rapporte. Il s'agit en grande partie d'une vision erronée de la science. Beaucoup pensent que la science produit des certitudes, et si la certitude fait défaut, on pense que la science se trompe ou que la science n'est pas achevée. Or, la science ne fournit pas de preuves absolues. Elle ne fournit qu'un consensus d'experts fondé sur un examen minutieux des faits et de l'approche. Le scientifique sérieux recherche et continue à rechercher la vérité, et c'est le biologiste et humaniste français Jean Rostand qui l'a défini ainsi. La vérité que je révère, c'est la modeste vérité de la science. La vérité relative, fragmentaire, provisoire, toujours sujette à retouche, à correction, à repentir. Car tout au contraire, je redoute la vérité totale et définitive, la vérité avec un grand V, qui est à la base de tous les sectarismes.
Alors aujourd'hui, le volume et la vitesse de la désinformation, tant involontaire qu'intentionnelle, rendue possible par les technologies de l'information et de la communication, sape la confiance, j'insiste sur la confiance, et remet en question le consensus scientifique sur la nature de la menace et sur les réponses à y apporter. Personnellement, je suis très désagréablement surpris de voir la désinformation éroder la confiance du public dans la science et la démocratie et interférer avec notre capacité à construire un monde meilleur. Pourtant, je suis fermement convaincu que la science solide, et c'est-à-dire la science qui recherche la vérité avec un petit v, en utilisant une méthode qui inclut le recours au libre examen et qui s'oppose donc à la science poubelle, mérite la confiance de tous. Et par ailleurs, je présume que les scientifiques et même les dirigeants élus partagent le besoin de gagner la confiance des citoyens et de travailler dans leur intérêt. La contre-vérité affaiblit la confiance, inhibe le progrès de la science et déstabilise la démocratie. La confiance déclinerait parce que nous devenons indifférents aux valeurs de la vérité et de la véracité du climat, qui favorise la prolifération des fake news auxquelles il est beaucoup trop facile de croire. Revenons donc à notre situation actuelle, à la crise de l'Anthropocène, au changement global auquel nous devons faire face. En situation de crise, la confiance est absolument nécessaire pour garder l'espérance d'une résolution collective. Elle engage les acteurs à rechercher des compromis pour leurs objectifs, souvent contradictoires, et favorise la prise de décision. C'est la confiance qui est essentielle pour une gestion de crise efficace. Autrement dit, une attention particulière doit être accordée aux conditions de l'émergence et du maintien de la confiance au cours de la gestion de la crise tant écologique que sociale. Et j'ajouterais même que certaines décisions devraient déjà être prises avant la survenue de la crise. Nous avons déjà pris du retard. De plus, faire confiance appelle à la conviction que la coopération, et j'insiste maintenant sur coopération, avec l'autre amènera à un résultat supérieur à une action menée seule. La confiance est un facteur nécessaire à la construction des coopérations, comme mis en évidence dans les modèles organisationnels. Mesdames, Messieurs, il est frappant de constater que les preuves proviennent de sources inattendues. Le professeur de biologie mathématique à l'université de Harvard, Martin Nowak, souligne dans son œuvre de 2012 l'importance de la coopération. Et pourtant, Charles Darwin a mis l'accent sur la lutte pour l'existence. Il a considéré la compétition comme l'essence même de l'évolution. Les organismes, entre guillemets, forts, gagnent la lutte pour la vie et tôt ou tard, tous les autres sont éradiqués. Or, Darwin, déjà en 1871, se réalisait que la lutte pour l'existence ne pouvait pas se limiter à la chasse aux faibles. Et il a écrit dans une de ses publications, « Les animaux sociaux sont encouragés à aider les membres de la même communauté d'une manière ou d'une autre.
Cette idée est reprise par Novak. Il souligne que l'homme est stimulé par ce même désir de soutenir ses camarades. Il démontre cela par ses modèles. Il met en évidence que les organismes, aussi petits ou complexes soient-ils, coopèrent pour vivre. Et cette vision est confirmée par plusieurs textes tant récents que anciens. Je vous présente la conclusion d'un éditorial du journal de cette année-ci du journal Nature. Parmi les polycrises du monde, celle de l'eau est l'une des plus urgentes. Dans le monde entier, environ 2 milliards de personnes n'avaient pas accès à l'eau potable en 2020. 1,7 milliard de personnes ne disposaient pas d'installations sanitaires de base. Chaque année, plus de 800 000 personnes meurent de diarrhée, causée par l'eau insalubre et le manque d'hygiène. Et ce même éditorial conclut que les délégués réunis doivent accepter que les visions de leur pays ne se réaliseront pas tant que toutes les nations ne parviendront pas à trouver un moyen de coopérer, même en période de tension et de conflit. La coopération, donc, une solution à un problème planétaire. Mais nous retrouvons le même message dans un recueil intitulé « One World or None », ou en français « Le monde sera un ou il ne sera pas », publié en 1946. Plusieurs physiciens faisant autorité, dont 5 prix Nobel, ont mis en garde contre les armes nucléaires. Ils ont souligné que la civilisation était confrontée à des défis plus sérieux que jamais. Ils ont exprimé leur vive préoccupation au sujet de l'ère nucléaire annoncée quelques mois à peine après les attaques sur Hiroshima et Nagasaki. Et c'est Niels Bohr qui a écrit dans la préface « Les scientifiques se considèrent depuis longtemps comme une fraternité travaillant au service des idéaux humains communs. Pour info, la fraternité est définie par le dictionnaire Larousse comme le lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Les auteurs ont écrit le danger comme un thème urgent, mais l'homme a eu la chance de garder le danger sous contrôle pendant au moins 7 décennies. Aujourd'hui, la question se pose de savoir si nous avons l'approche la plus appropriée dans ce domaine. Comment devons-nous organiser notre société? Eh bien, pour la réponse à cette question, je copie à nouveau Niels Bohr. La civilisation est en effet confrontée à un défi plus sérieux que jamais, et le destin des gens dépendra de leur capacité à former un front uni contre les dangers communs et à utiliser ensemble les grandes opportunités offertes par le progrès de la science. Former un front uni, tous ensemble donc pour l'amélioration et le progrès. Je trouve cela un conseil en or. Alors j'arrive à ma conclusion. Cerner une identité en relation avec l'écologie s'avère être une entreprise difficile. Cependant, identifier les problèmes écologiques s'avère facile. Il me semble aujourd'hui primordial de trouver et élaborer des solutions à ces problèmes et pour cela
les concepts d'identité et d'engagement retiennent mon attention particulière. J'ai surtout voulu décrire les outils ou les approches par lesquelles chacun d'entre nous peut contribuer à la santé de la planète. J'ai voulu décrire la démarche de ceux qui espèrent encore pouvoir nettoyer le gâchis et préparer un avenir décent pour les plus jeunes et pour les nombreuses générations à venir. Voilà ce qui devrait être la raison impérative de travailler à la concorde et de construire la confiance avec le ciment de la vérité et de l'honnêteté. Nous pouvons disposer du triptyque confiance, coopération, solidarité. Servons-nous-en de la plus judicieuse des manières. Je vous remercie.